Je remercie tous les intervenants, tous les chefs de partis souverainistes pour ces débats passionnants. La beauté sauvera le monde, l'amitié peut-être aussi sauvera le monde. Donc on est venus tous ensemble à cette grande réunion publique à un an des élections de 2027. On a un an pour préparer des élections qui seront cruciales pour l'avenir du pays. Nous avons beaucoup parlé de l'Union européenne, nous avons beaucoup parlé du monde, le moment l'exige. Mais nous devons aussi parler de la France. Ça fait maintenant 9 ans que Macron est accroché sur le fauteuil du pouvoir. Nous, Français, ne reconnaissons plus la France. Elle est défigurée. Nous ne devons jamais le tolérer ou nous y habituer. Nous devons le dénoncer encore et toujours. Nous devons toujours remettre l'église au milieu du village. En 2018, la France est déjà à feu et à sang. Des millions de Français manifestent pendant des mois dans la rue pour dire au pouvoir qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir, qu'ils n'arrivent plus à nourrir correctement leurs enfants. Ils disent à leurs dirigeants ce qu'ils vivent. Ils demandent un peu de compassion, de réflexion, de changement. Des ordres fous sont donnés au CRS. Des manifestants pacifiques sont gazés, brutalisés. Bilan, 27 éborgnés, 6 mains arrachées, une femme morte à Marseille. La répression ultra-violente de toute manifestation, ce n'est pas la France. Il y a quelques jours, nous avons appris une tentative d'assassinat sur une enseignante par un collégien de 14 ans dans la très bourgeoise ville de Sanary-sur-Mer. 3 coups de couteau dans l'abdomen de la prof de dessin par un adolescent devant une classe de 22 élèves médusés et choqués. Faites une recherche sur Internet. Des agressions comme celle-là, il y en a tous les 2 ans. Des surveillants tués au couteau, des enseignants blessés gravement à Nogent, en Alsace, à Antibes, partout en France. Tout cela vient quelque temps après le choc de l'assassinat de Samuel Paty, dont la tête, décapité par un islamiste, dont la tête allait rouler devant son collège dans la rue. Macron et la classe politique laissent la France s'enfoncer dans l'hyperviolence, sans rien faire, sans rien réagir. Si ça ne concerne pas la classe dirigeante, ça ne les intéresse pas. Et Macron ose dire récemment aux Parisiens, je me suis battu pour être élu, je suis très fier de ce que j'ai fait. Le sang coule en Ukraine. Depuis 4 ans, 1 million de morts côté ukrainien, 10 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays. L'Ukraine est exempte, c'est un pays en ruine. C'est un pays qui recule sans cesse, chaque jour depuis 3 ans, et qui perd la guerre sans cesse contre la Russie. Trump affirme vouloir la paix entre les États-Unis et la Russie dans cette guerre qui est une guerre par proxy, on le sait. La France, par son histoire, est une puissance d'équilibre et de paix. Un pays qui ne s'affilie à aucun empire et qui, au contraire, combat les effets délétères des empires. La France n'aurait jamais dû se mettre du côté de la guerre. Elle aurait dû toujours pousser à la paix, en faisant respecter les accords de Minsk d'abord, ce qui aurait évité cette guerre fratricide. En se proposant comme médiateur de paix toujours, et nous le savons, les accords de paix entre l'Ukraine et la Russie étaient prêts en avril 2022. Macron a tenu à jouer le rôle de chien de guerre. Il a trahi là aussi la France, son histoire, ses principes. Que fait Macron aujourd'hui? Il propose comme condition de paix d'envoyer des soldats de l'OTAN pour défendre le sol ukrainien. C'est-à-dire une des 2 raisons qui ont poussé la Russie à envahir l'Ukraine. Le refus de soldats et de missiles de l'OTAN à 500 km de Moscou. On peut les comprendre. Faire mine de vouloir la paix pour mieux continuer une guerre sanglante et déjà perdue, ces gens sont la perversion et le vice incarné. Cette politique étrangère, ce n'est pas la France. C'est ce même Macron qui impose la censure, la fin de la liberté d'expression, la négation même de la France, pays de liberté dont, faut-il lui rappeler, la devise est liberté, égalité, fraternité. Depuis 8 ans, Macron cherche à censurer les réseaux sociaux, ce qui signifie tout simplement faire taire le peuple français. Pire, les élections en Roumanie
ont été annulés, le candidat en tête viré, et Macron a participé à cette manipulation, conduisant au trucage des élections. La censure, faire taire le peuple, manipuler des élections à l'étranger, ce n'est pas la France. Les Français ne trouvent plus de médecins ni de dentistes parce que la caste a décidé de ne pas en former assez depuis 40 ans. Des Français meurent faute de soins sur les brancards, c'est un drame, la caste ayant massacré l'hôpital public. Ce n'est pas la France. Pour l'éducation, même catastrophe. La chute du niveau scolaire est effarante. L'école française, autrefois fierté de notre pays et moteur de l'ascension sociale, est en ruine. Les harcèlements scolaires sont monnaie courante. La discipline et l'autorité y sont absentes. Les méthodes d'enseignement et l'indiscipline rendent très difficile l'apprentissage pour nos enfants. Bien que 90% des enseignants disent aimer leur métier, la moitié des enseignants veulent démissionner. Disons-le clairement, responsable de l'éducation nationale, depuis 40 ans, la caste politique a persévéré dans les mêmes erreurs, conduisant à cette chute catastrophique de niveau. Un pays sous-éduqué, ce n'est pas la France. Nous avons des flux d'immigration de 500 000 personnes par an. Le communautarisme et le séparatisme qui s'installent, l'islamisme qui se propage, des madrasas dans certaines de nos villes, des fillettes voilées. Ce n'est pas la France. L'agriculture a été de tout temps un des piliers de la France. Aujourd'hui, les fermes disparaissent à grande vitesse de nos paysages. Les Français mangent de la nourriture de mauvaise qualité, venue souvent de l'autre côté de la planète. Bientôt, des steaks aux hormones et aux antibiotiques brésiliens, avec des vaches élevées dans des bunkers où 30 000 pauvres bêtes sont entassées, ce n'est pas la France. Les Français sont appauvris par 30 ans d'un modèle économique néolibéral, destructeur, financiarisé, mondialisé, en un mot absurde. Le MEDEF, hier, propose un CDI jeune, moins payé, où nos enfants pourront être virés sans aucune justification. Ce n'est pas la France. Dans tout ça, le Français a le porte-monnaie qui se vide, l'État grippe qui taxe sans cesse plus son maigre revenu, et l'entreprise à côté de chez lui, qui ferme, qui met la clé sous la porte. La catastrophe atteint un tel point, il faut bien s'en rendre compte, qu'un quart des Français n'arrive plus à manger à sa faim, à chauffer son logement et renonce à soigner. La France est en voie de destruction, c'est l'apocalypse Macron. Les Français subissent donc une maltraitance sans fin dans tous les domaines. L'insécurité explose. La santé publique a été démontée pierre par pierre. L'école n'instruit plus leurs enfants. L'immigration est hors de contrôle, nos fermes disparaissent et nos agriculteurs crèvent. Les usines déménagent, les Français n'ont plus d'argent le 15 du mois. La France est défigurée, appauvrie, humiliée. Les Français sont malheureux. Quand je me déplace à Paris, je vois la tristesse sur les visages, de plus en plus, et l'appauvrissement sur le visage, dans les enseignes, dans la ville tout simplement. Les Français sont d'autant plus malheureux que la caste a injecté sciemment au pays une terrible maladie, l'identité malheureuse, la haine de soi-même. Alors que notre histoire de France est belle et glorieuse, nous devons faire repentance pour des actes passés, souvent imaginaires et toujours pris hors de leur contexte. Les pays étrangers doivent passer avant la France puisque nous sommes coupables et que nous devons nous faire pardonner pour nos fautes. Pendant que la France est ruinée, Macron distribue l'argent à l'international. 1 milliard d'euros pour décarboner l'Afrique du Sud, 1 milliard d'euros au richissime Bill Gates pour des vaccins. À l'intérieur du pays aussi, l'étranger passe avant le français. C'est le signe de l'inversion qui mène au pire désordre, les autres avant les nôtres. Nous devrions, au nom de cette identité malheureuse, accueillir des flux d'immigration massifs et donc casser l'identité française.
Défendre l'identité française serait sale, égoïste vis-à-vis du reste du monde, raciste même. Détruisez ce que vous êtes, sinon vous êtes des salauds. Voici la maltraitance psychologique que la caste fait subir aux Français. La caste a voulu détruire notre identité. Elle a aussi voulu détruire sciemment notre souveraineté, notre nation. Depuis 50 ans, la quasi-totalité de la classe politique a décidé d'effacer la France, la nation, pour porter symétriquement au nu leur machin, l'Union européenne. Ça a commencé avec Valéry Giscard d'Estaing qui a dit voyons, la France est trop petite. D'autres ont continué avec la France est coupable. Mitterrand a conclu avec la France est notre passé et l'Union européenne est notre avenir. Ils ont conditionné les Français à mépriser leur espoir, à avoir honte de leur propre pays. À quoi bon sauver la France? La France ne vaut rien. C'était leur objectif, que les Français rejettent la France, leur nation, pour adouber leur projet supranational qui est l'Union européenne. Et aujourd'hui, on a un Mario Draghi, un personnage essentiel de l'UE moderne, qui peut tranquillement dire qu'il veut une Europe fédérale, où la France aurait disparu, se transformant en province de l'Empire UE. La boucle est bouclée. La caste détruit en même temps l'identité française et la souveraineté française. Et les deux sont liés, parce que l'identité et la souveraineté sont les deux faces de la même médaille. La souveraineté nationale permet de défendre notre identité, ce que nous sommes, et l'identité, savoir qui nous sommes, permet de donner un sens à la souveraineté, c'est-à-dire la capacité de décider pour nous-mêmes. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas décider quel cap et quel destin choisir. Les Français sont donc maltraités par une caste qui rend leur vie difficile et précaire et qui efface progressivement leur identité française et leur patrie, la France. Ils sont aussi maltraités psychologiquement. À chaque échec de la caste, celle-ci désigne les Français comme coupables, responsables de ses propres échecs, dans une logique d'inversion accusatoire digne de grands pervers. Et je pèse mes mots. Quand la politique d'immigration, par exemple, commençait à porter des fruits amers, que les Français se plaignaient de la difficulté de coexister dans certains quartiers avec les immigrés, la caste ne revenait pas sur sa politique d'immigration. Au contraire, elle inventait SOS racisme, l'idéologie entre guillemets antiraciste, pour accuser les Français du problème qu'elle-même avait créé. Quand des Français se plaignent des difficultés à trouver des emplois dans un pays comptant 6 millions de chômeurs, la caste les tense avec « mais voyons, nous sommes au quasi plein emploi » ou « les Français ne travaillent pas assez », vous voyez les gros titres. Il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, rejetant ainsi la faute sur les Français. Ils ont le pouvoir, mais ils refusent d'emporter leur responsabilité, de leurs échecs. Tout est de la faute du Français moyen, avec ce mécanisme systématique d'inversion accusatoire. D'ailleurs, quand les documents sur Jeffrey Epstein dévoilent qu'une partie de la caste est liée avec un pédocriminel sordide, dans un gigantesque réseau, entre guillemets, d'élite mondialisée. Que fait la caste? Elle n'ouvre pas une enquête et des commissions d'enquête. Elle montre du doigt les Français, nous-mêmes d'ailleurs, qui ont dévoilé sur les réseaux sociaux en France, et la caste les accuse de complotisme. Et cette caste n'ayant aucune limite accuse des messages de colère des Français sur les réseaux sociaux d'être des dangers pour la démocratie. Pour sauver la démocratie, la caste s'active donc à censurer les réseaux sociaux et à interdire le débat, donc à détruire la démocratie. Voici les pervers à qui nous avons affaire. Des gens capables de tout inverser, de tout retourner pour défendre leur gras revenu qui vient de nos impôts, pour défendre leur pouvoir et leurs privilèges. Les Français sont victimes d'une maltraitance généralisée, d'une maltraitance psychologique. Ils ont été trompés, trahis, manipulés par quasiment toute la classe politique depuis 40 ans. Parler de la caste en France, c'est essentiel pour comprendre ce qui nous arrive. Mais parler de l'Union européenne qui tire toutes les ficelles, c'est encore plus important. La signature de l'accord avec le Mercosur a été une déflagration.
Pour tous les Français qui croyaient encore dans la religion de la Sainte Union Européenne, ça a été un choc terrible. Le Mercosur va faire déferler en France des importations de viande du Brésil à bas coût, fabriquées dans des fermes-usines où s'entassent 30 000 vaches, nourries au soja et au maïs OGM, piquées aux antibiotiques et aux hormones de croissance, souvent cancérigènes. Le Mercosur menacera tous nos agriculteurs. La viande de poulet, le sucre, les céréales sont concernés. Les fermes françaises feront faillite. Les Français mangeront de la viande de mauvaise qualité et dangereuse pour leur santé. Et en même temps, la forêt amazonienne partira en fumée. Est-il possible de signer un accord plus toxique et plus dévastateur avec le sang des paysans français? Ça a créé deux chocs en un pour les Français mal informés. Un, l'Union européenne nous impose des mesures absolument honteuses qui détruiront notre agriculture. Deux, la France ne peut pas s'y opposer car elle est mise en minorité, ce qui est très souvent le cas dans l'Union européenne. Pour ajouter à l'affront, vient le diktat allemand qui humilie un peu plus la France. On a le chancelier allemand Merz et l'impératrice von der Leyen qui œuvrent à visage découvert pour que le Mercosur s'applique le plus vite possible de façon anticipée avant même les signatures et les vérifications. La France est forcée, humiliée et doit se taire. C'est ça l'Union européenne depuis 20 ans. La même chose s'est passée pour la libéralisation, privatisation des services publics, de la Poste, de la SNCF, d'EDF, du gaz, des accords commerciaux inégaux et absurdes avec des pays à bas de salaire. Avec le Mercosur, tous les Français ont enfin pu découvrir cette forfaiture. Et ça, c'est une excellente chose. Pas à pas, l'Union européenne s'est octroyée de plus en plus de pouvoir. Et ce n'est pas un fantasme. La politique monétaire, la gestion des banques accaparées par la BCE, sont passés dans les mains de l'UE les accords commerciaux, le niveau de déficit budgétaire, la politique de l'électricité, de l'énergie, l'agriculture, l'écologie, les normes liées au marché unique, écologique, donc presque toutes les normes, les services publics, la politique des frontières, le droit de l'immigration. Avec le Covid, l'UE a pris la main sur la politique de la santé. Avec la guerre en Ukraine, elle prend la main sur les affaires étrangères et la politique de la défense. Elle a même nommé un ministre de la Défense, André Kubilius, un habitant d'un pays, la Lituanie, de 2,7 millions d'habitants. L'UE propose maintenant de créer un 28e régime pour un 28e État, l'État européen. Les entreprises auront intérêt de sortir du régime français pour s'affilier au régime de l'État européen, avec droit du travail, fiscalité et droit des affaires, moins 10 ans. Tous ces domaines ont été cannibalisés par l'Union européenne en silence, furtivement, pas à pas, pour que les Français ne se rendent pas compte qu'ils sont complètement dépossédés de leur souveraineté, c'est-à-dire de leur capacité de décider pour eux-mêmes. Ceci est tout simplement un viol démocratique. Premièrement, cacher son projet et l'imposer par le silence et la surprise. Deuxièmement, violer le nom des Français du référendum de 2005 sur la Constitution européenne, qui était pourtant très claire. Au début de l'UE, les décisions étaient prises très souvent à l'unanimité. Et la France avait un droit de veto, pouvait dire non. Aujourd'hui, les décisions sont le plus souvent prises à la majorité qualifiée. La France ne peut plus dire non à des politiques contraires à ses intérêts. La France a ainsi perdu sa souveraineté nationale complètement, son pouvoir de décider. Ce pouvoir a été remis aux mains de Bruxelles et de l'impératrice von der Leyen. Les Français, ils votent encore aux élections, mais ça ne se décide pas à Paris avec leurs représentants, ça se décide à l'échelon dessus, à Bruxelles. Les dirigeants français, en fait, ne sont plus que des marionnettes, des équipes de vente, des décisions prises par d'autres. Tout ce que fait l'UE se transforme inévitablement en catastrophe. Imaginez la crétinerie. L'UE a imposé à marche forcée des droits de douane quasi nuls sur les importations des produits de pays à bas coût. Bien sûr, submergé par la déferlante d'importation, la production industrielle s'est affaissée dans tous les pays européens.
L'UE a ensuite imposé des normes en tout genre, de plus en plus complexes et coûteuses aux entreprises. Après avoir pris la main sur la politique de l'énergie, du gaz, de l'électricité, l'UE a fait exploser les prix de l'énergie. Nous avons donc des champions qui ont mis l'industrie européenne en concurrence frontale avec l'industrie des pays à bas coût et qui en même temps font exploser les coûts industriels, rendant l'industrie incapable de résister à la concurrence étrangère. Et comme ces gens sont complètement bornés, ils ont aussi laissé renchérir le taux de change de l'euro et donc le coût de l'industrie européenne, pour que l'industrie européenne ne soit vraiment jamais compétitive. Ils sont si mauvais que certains se demandent d'ailleurs s'ils le font exprès. Comme on pouvait s'y attendre, l'industrie européenne s'effondre dans les grands pays européens. Même la puissante industrie allemande ne résiste pas à ce tsunami. Moins 25% de production industrielle en 8 ans. Ce qu'ils ont fait à l'industrie, ils l'ont fait à l'agriculture, on l'a vu. Quant aux salaires, aux salariés, les salaires sont écrasés depuis 30 ans, depuis 3 décennies, par la concurrence internationale. Les salaires en Italie sont aujourd'hui plus bas qu'en 1992. Plus bas, quand on prend en compte l'inflation. Les salaires des ouvriers, des salariés et des employés français ont un peu augmenté, mais les salaires des cadres sont en France plus bas qu'en 1992, compte tenu de l'inflation. Comme les salaires sont bas et qu'il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'argent pour l'assurance maladie et les retraites. Et donc, le modèle social est détricoté à grande vitesse. Avec une telle politique, la France n'en a plus les moyens. Quant aux Français, leur niveau de vie est laminé, ils ont du mal à se chauffer, à se soigner, à vivre, tout simplement. Ils nous avaient promis qu'avec Maastricht et l'euro, l'Union européenne nous apporterait la paix et la prospérité. L'Union européenne nous a apporté la guerre et la ruine. Bien sûr, maintenant que la catastrophe qu'a engendré leur machin européen devient évidente pour tous, les pro-UE, donc à peu près toute la classe politique, sauf celle qui est venue dans cette conférence, dans cette salle, ont décidé de sauver leur peau en masquant la situation. Les médias ont été mis aux ordres, vous le savez, par les oligarques qui les détiennent et qui profitent encore de la situation. Après avoir tout soutenu et appelé à voter Macron en 2027 et en 2022, ils s'occupent de désinformer quotidiennement les Français et de protéger la Sainte Union européenne, leur religion. Pour cadenasser complètement la liberté d'expression, la CAS s'est attaquée depuis 2019 aux réseaux sociaux. Voyant les Français exprimer leur colère et leur ras-le-bol, ça devenait un peu gênant pour la caste politique. Dès le grand débat lors des Gilets jaunes en 2019, Macron a dit qu'il fallait interdire l'anonymat sur les réseaux sociaux. Puis, en 2020, vient la loi Avia sur les discours que le pouvoir considère comme haineux. Loi étrange de la part d'une députée qui a mordu un chauffeur de taxi et qui a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour avoir harcelé ses collaborateurs. En 2023, la loi du macroniste Paul Midi, afin d'imposer l'identité numérique pour pouvoir se connecter sur les réseaux sociaux. Et enfin, le festival macroniste d'aujourd'hui, de cette année que nous connaissons tous, les réseaux sociaux sont dangereux pour la démocratie, pour que donc le peuple ose s'y exprimer. En fait, la démocratie, c'est quand même le pouvoir du peuple. Et d'ailleurs, ce n'est pas le peuple qui s'exprime, mais ce sont les Russes qui font de l'ingérence étrangère sur les réseaux sociaux. Et finalement, Macron et ses amis dirigeants européens d'Allemagne, de Grèce, du Portugal, de l'Espagne, après avoir beaucoup tâtonné, ont trouvé la même semaine, la même formule magique, obliger tout le monde à scanner, à présenter un pass numérique sur les réseaux sociaux, afin de préserver la santé mentale des enfants de moins de 16 ans. Une ministre espagnole a immédiatement dévoilé le projet. Il faut très probablement interdire Twitter. Personne n'est dupe, il s'agit de bâillonner le peuple en colère et de mettre en place le projet d'identité numérique de l'Union européenne, qui arrive fin 2026, mesure gravissime, que nous serons obligés de subir pour nous connecter sur les réseaux sociaux, sous prétexte de défendre les enfants de moins de 16 ans. Enfants de moins de 16 ans qui sont moins défendus dans l'affaire Epstein, on en a tous le sentiment ici. On rajoute le projet d'euro numérique qui aura lieu en 2027, l'année de nos élections.
Tous les Européens pourraient être déconnectés des réseaux sociaux, d'Internet, de la vie courante, et ne pourront même rien acheter s'ils ont osé critiquer l'UE et ses marionnettes. Si nous ne sortons pas rapidement de l'Union européenne, du machin européen, ce sera le goulag numérique pour tous. La disparition de la liberté d'expression et par la suite de toutes nos libertés. La liberté d'expression étant la clé de voûte de toutes nos libertés. Et c'est finalement assez normal, puisque le projet d'UE ressemble de plus en plus au projet de souveraineté limitée de l'URSS et la rhétorique soviétique. En URSS, les communistes, en URSS, les communistes disaient le communisme échoue parce qu'il n'y a pas assez de communisme. En URSS, les Européens disent l'UE échoue parce qu'il n'y a pas assez d'UE, tout simplement. Il faut donc l'UE fédérale, la disparition de la France, reléguée au rang de simple province de Bruxelles. Et c'est ce que dit Mario Draghi, Florian l'a cité. Il a raison, l'UE est à l'avenir, notre seul choix, c'est l'Europe fédérale, dit-il, en boucle sous les hurrahs des européistes. Avec l'immense danger de l'UE fédérale. Laisser la bureaucratie bruxelloise disposer d'une armée, d'une police qui puisse réprimer le peuple et empêcher toute possibilité de sortir de cette prison. En fait, dans son discours contre le traité de Rome, l'acte de naissance de l'UE, Pierre Mendès France avait déjà tout dit et tout compris. L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes. Soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme. Soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique au sens le plus large du terme, national et international. Voilà pourquoi l'UE ne pouvait que devenir un projet tyrannique. Nous sommes vraiment lancés à grande vitesse dans le train fou d'une UE totalitaire soutenue dans tous les pays par des pro-UE totalitaires. Nous n'avons qu'une seule solution, descendre du train de l'URSS avant qu'elle ne dévore toutes nos libertés et qu'elle ne ruine définitivement nos pays et nos vies. Et pour cela, dégager de France la caste de politiciens traîtres au pays qui nous ont emmenés dans ce désastre post-national. Pendant que la France et l'Europe se suicident, le monde change à grande vitesse. La mondialisation économique qui a affaibli l'Occident a développé l'Orient. Face à un empire américain qui voulait à tout prix conserver son hégémonie, s'il provoquait des guerres atroces en Irak, des guerres civiles en Syrie et en Libye, ou provoquait la Russie jusqu'à la pousser à une guerre fratricide avec l'Ukraine. Les grands pays émergents ont émergé et se sont organisés. Les BRICS se sont construits, se sont affirmés comme un bloc défensif et d'orientation pacifique. C'est aujourd'hui un contrepoids de puissance équivalent à l'Empire américain, un contrepoids dominé par la Chine. Au-delà des apparences, le grand jeu, c'est l'Empire américain et sa puissance culturelle, financière, militaire, contre l'Empire chinois dont la puissance est industrielle, productive et maintenant militaire. Nous sommes au moment du piège de Thucydide, un moment très dangereux dans l'histoire de l'humanité, où pointe le risque d'une guerre pour l'hégémonie entre l'Empire qui monte, la Chine, et l'Empire qui descend, les États-Unis. Donc c'est un moment chaotique où des forces immenses se déchaînent, se mettent en branle et des plaques tectoniques se déplacent. Sous la direction de Trump, l'Amérique inquiète une politique agressive de puissance pure, s'engage dans un micro-militarisme théâtral aux quatre coins du monde. A contrario, la Chine joue une politique de séduction et entend attirer par une promesse de paix et de stabilité. Normalement, la situation ne devrait pas aller jusqu'aux extrêmes de la guerre mondiale pour une raison simple. L'Empire américain n'a plus les moyens de conserver son grip sur l'hégémonie mondiale. Sa puissance économique, industrielle, militaire et son soft power sont déclinants, sans compter les dissensions intérieures graves. L'Empire chinois n'a pas les moyens
de conserver n'a pas les moyens de prendre le grip sur l'économie mondiale. Son modèle n'est pas attirant et son taux de fécondité bas le confronte à une division par 2 de sa population active dans les 30 années